Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble le point sur les indices, les matières premières, tout ce qu'on peut se dire un petit peu d'un point de vue macro et ensuite on fera quelques analyses actions. Je pense que pour l'instant je vais conserver les vidéos en une partie et puis on verra au fur et à mesure de l'année où on recommence un petit peu peut-être à avoir des vidéos un peu plus dimensionnées, peut-être repartager les deux vidéos. Je verrai, il n'y a pas de décision. L'obligataire. Donc l'obligataire, si vous écoutez un petit peu, évidemment, tout le monde vous explique que les taux vont continuer de monter. Évidemment, ce qui fait peur, c'est qu'on a un rebond d'inflation qui est essentiellement motivé par le rebond du prix des matières premières. Si vous écoutez ces vidéos-là, en gros, on est dans les hypothèses qui sont travaillées depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et dans justement le projet. Tout ce qui va se jouer, maintenant, si vous voulez, sur les 6 prochains mois, ça va être de se dire, est-ce que je fais le pari que mon inflation va persister? Et donc à ce moment-là, je fais un pari plutôt orienté matière première, voilà, j'ai pas, donc je ne joue pas du tout la baisse des taux, etc. Donc un peu plus méfiant sur les valeurs de croissance, donc pari plus value. Ou est-ce que je fais le pari que le Covid était un élément exceptionnel qui n'a absolument rien changé à la face du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura dissipé ses effets et on est en train de le faire, on va revenir dans le monde d'avant. Et le monde d'avant, c'est un monde, si vous voulez, de croissance molle et limite de déflation. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de se dire, très bien, aujourd'hui tout le monde a peur, si vous voulez, de la hausse des taux pour l'immobilier, mais éventuellement, le gros pari à faire, c'est justement qu'on reviendra à un monde de taux bas, mais voilà, c'est peut-être un pari à 2 ans ou à 3 ans, hein, le temps que les taux rebaissent, etc. Et donc, ce passage, si vous voulez, de rebond de l'inflation, ce n'est que un rebond technique passager dans une tendance de baisse, de désinflation lourde qui éventuellement nous fera ressortir le gros mot déflation des tiroirs l'année prochaine. Parce que d'une certaine partie, si vous voulez, même si on est toujours sous Keynes, même si en effet les banques centrales ont encore un certain nombre de cartouches, si jamais on vient à rentrer dans une récession, il faut partir du principe que énormément de pays sont endettés et que même si les taux venaient à baisser, il y a fort à parier que les banques centrales le feraient de manière très lente. Donc on resterait, c'est ce que je vous disais déjà depuis 2-3 mois, je vous disais ce n'est que maintenant qu'on rentre dans un monde, si vous voulez, où monétairement, on est dans quelque chose de plus accommodant, puisque l'inflation a baissé, on a des taux qui sont supérieurs à l'inflation. Même si on a l'impression que les taux montent depuis une année, ce n'est que maintenant qu'on commence réellement à un petit peu serrer les vis. On serre les vis également au moment, si vous voulez, où le consommateur n'a plus vraiment cette sécurité Covid. Alors ça dépend en fonction des pays, etc. bien entendu. Mais voilà, on a résorbé, on va dire, ce côté épargne. Et on le voit, le marché de l'emploi est encore très tendu, mais se détend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de recherche d'emploi. Donc les employés commence à avoir de moins en moins de force, si vous voulez, pour négocier des hausses de salaire ou des salaires plus élevés, ce qui leur permettait jusqu'à présent d'encaisser l'inflation, même s'ils avaient bouffé leurs réserves Covid. C'est ce qui permettait tout simplement à cette économie de rester résiliente. C'est ce qui permet toujours à cette économie de rester résiliente. Donc c'est ça, on en est là aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve à nouveau avec les US qui sont cigales et qui ont bouffé un petit peu toutes les économies et qui arrivent dans ce pivot où en effet l'employé n'a plus justement maintenant un pouvoir de négociation, ça commence à se réduire. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, hein. Je vous ai toujours expliqué que le chômage, c'est le dernier truc qui se casse la figure dans une économie. Donc regardez, si vous voulez, les stades du chômage pour décider si on prend des décisions X ou Y, ben c'est prendre des décisions en retard. Mais encore une fois, quand on parle de la Fed, si vous voulez, des banques centrales, c'est pas leur mission. Leur mission, c'est pas d'anticiper. Leur mission, c'est justement d'être plutôt réactive. Donc c'est pour ça qu'elles ont toujours un train de retard. Et il y a fort à parier qu'elles auront encore un train de retard ici. Et que de la même manière, si vous voulez, que personne n'a voulu croire à l'inflation, maintenant on croit qu'elle va rester trop résiliente. Et c'est ça qui peut nous
pousser les banques centrales potentiellement à certes maintenir les taux au même niveau en septembre, mais toujours garder dans le discours, c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est qu'on va garder dans le discours, oui, hop, on fait peut-être une pause là, mais c'est une pause temporaire. En gros, c'est pour éviter d'être en mode bar live, si vous voulez, sur tous les actifs, en se disant, ça y est, c'est le pivot, etc. On est obligé, au niveau des banques centrales, de garder une cartouche pour éviter non plus que on se lance tout de suite à faire des paris. Donc on veut éviter ça, donc on doit garder dans le discours toujours, oui, on fait attention, on continue de regarder, et de toute façon, c'est pas dans les 2 mois, si vous voulez, qu'on va savoir si l'inflation est vaincue, si le rebond de cette inflation va être plus que durable, si l'économie commence un petit peu à ralentir, mais on va rester dans un truc mou, mais un truc positif, ou si c'est le début du retournement, de la récession, avec quelle dimension. Donc on est là, on est sur ces éléments pivots-là, et c'est pour ça qu'on a l'impression, si vous voulez, qu'on a un marché qui est entre deux eaux, et c'est bien parce que vous comprenez bien qu'en fait on peut tout penser. On est dans ces éléments-là où on peut tout penser, et il nous faut des éléments supplémentaires pour pouvoir décider. Et pour avoir ces éléments supplémentaires, il faut attendre. L'économie, c'est un paquebot, et il faut tout simplement patienter. Donc là, en ce moment, si vous voulez, tout le monde va vous expliquer que les taux vont continuer de monter, et que donc forcément le prix des obligations va baisser. Voilà. Bon, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de me dire, de regarder tout ça en mode indicateur, et de me dire si tout le monde commence maintenant à être sûr et certain que justement les taux vont continuer de monter, c'est que je me dis qu'on n'est quand même pas trop loin du bout. Moi je pars du principe, si vous voulez, qu'on peut faire des plus bas, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment on construit les choses. Et pour moi, la construction actuelle, c'est une congestion. Donc je partirai du principe que même si on fait des plus hauts sur les taux, il ne faut pas l'interpréter comme « oh là là, ça y est, ça va continuer de monter, donc il faut vendre l'obligataire parce qu'on pourra en choper avec des taux plus élevés plus tard, etc. Il faut vendre père et mère l'immobilier parce que, ma foi, vous avez un compte à terme à 4% et c'est le Graal, etc. Et en plus, on n'a pas besoin de s'occuper d'un locataire. » Très bien, mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est « est-ce que c'est durable ?» Parce que dans les investissements, si vous voulez, c'est quelle est la projection de long terme. Parce que choper un compte à terme ou choper une rémunération de vos liquidités à 4-5% et plus si affinité selon les pays où vous habitez, d'une part, il faut prendre en compte l'inflation sous-jacente dans le pays en question pour faire du net-net, et les impôts évidemment, et aussi il faut prendre en considération, ok, c'est quoi la durée? Parce que je peux très bien faire en effet 4 ou 5% sur mon cash sur l'année prochaine, et dans 2 ans. Est-ce que les taux sont plus hauts, plus bas, etc. Donc c'est ça la vraie question à vous poser. Et c'est ça que font les paris un petit peu sur l'immobilier aujourd'hui. On voit, il y a énormément de millionnaires, pour ne pas dire des milliardaires, qui font des paris sur l'immobilier en revenant à acheter de l'immobilier même commercial. Alors ils n'achètent pas tout et n'importe quoi, ils font le pari, si vous voulez, qu'on va rester sur un immobilier commercial où on n'est pas dans des changements structurels, si vous voulez, donc il y a de plus en plus de gens qui travaillent de la maison, oui, mais on va quand même revenir au bureau. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent sur Internet, oui, mais vous avez un pic, si vous voulez, qui a été dû au Covid, et on a un retour à la moyenne sur la croissance linéaire maintenant qui est en train de s'opérer, donc c'est pas non plus tout le monde qui va abandonner le centre commercial. Donc après, il y a des choix, c'est toujours pareil, de la même façon que vous avez des actions, des entreprises de bonne qualité et certaines de moins bonne qualité, et la même façon, sur l'immobilier, vous avez des biens, parce qu'ils sont bien localisés, parce qu'ils sont plus premium, X ou Y, qui sont plus de qualité et d'autres de moins bonne qualité. Donc forcément, c'est toujours la même chose, c'est les trucs de moins bonne qualité qui vont se faire taper, mais sur les trucs de bonne qualité, c'est là où vous avez un marché dans le marché. Et c'est là où c'est intéressant, si vous voulez, parce que suivant ce que vous pensez que l'économie sera, c'est-à-dire soit comme en 2019, et ce qu'on a connu les 10 années précédentes 2019, soit dans un changement, retournement de table en mode inflation linéaire qui continue, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes investissements que l'on doit faire. Et surtout, ce n'est pas la même projection à 10 ans. Et la question là, et l'importance, je dirais, c'est qu'en gros, tout le monde se fait noyer actuellement. Mais il faut bien faire attention parce que les décisions qui sont prises maintenant, éventuellement, vont être bonnes pour 1 an ou 2 ans. Mais après 3, 4 ans, 5 ans, éventuellement, vous n'avez eu raison que sur la sous-vague et vous loupez
si vous voulez, la grosse vague. Bon, c'est l'objet, ça ne se décide pas du jour au lendemain, si vous voulez, et c'est l'objet de moi, mes réflexions et ce que j'essaye de partager. C'est bien de comprendre un petit peu la différence entre les sous-vagues qui se jouent à l'intérieur des plus grandes vagues. Et bien comprendre que les grandes vagues, très souvent, pour l'investisseur lambda, si vous voulez, c'est pas super intéressant de prendre des paris très long terme, surtout si on se trompe, hein, parce qu'on perd des années et des années de plus-value et d'investissement et d'intérêt composé. Moi, je préfère jouer justement les sous-vagues et comprendre qu'à l'intérieur de ces sous-vagues, ben, vous avez d'autres sous-vagues. C'est toujours la même chose. Et ça, c'est ce qui va définir votre temporalité et votre horizon de temps dans vos placements. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et donc, à toute question, si vous voulez, vous n'avez pas une réponse. Donc aujourd'hui, préférez, je dirais, investir des liquidités en banque parce que vous le récupérez, je sais pas, du 3 ou du 4%, peu importe, et vous dire que voilà, votre immobilier, ça ne rapporte pas parce qu'en plus il est mal localisé, donc les prix vont baisser, le locataire, certes, peut-être il paye, mais voilà, vous êtes contrôlé, vous ne pouvez pas augmenter les locations, ce que vous voulez. Bref, vous vous rendez compte que avec les taxes foncières, les trucs, les machins, ça serait peut-être plus intéressant juste de virer tout ça et d'avoir que du cash en banque. C'est certainement vrai pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, mais la question c'est, ok, à l'avenir, si on revient dans un monde d'avant avec des taux bas parce qu'on est dans des pays qui sont très endettés, dans des croissances molles et dans une japonisation, clairement, ben vous allez retourner à des taux qui sont très très bas et qui vont permettre de continuer de financer ces trucs. Et à partir de ce moment-là, éventuellement, de continuer de supporter des prix immobiliers. Alors, il y a toujours des prix dans les prix, comme je dis, les marchés dans le marché. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, d'avoir juste des baisses qui sont temporaires par rapport à la hausse des taux, par rapport un petit peu au grippage de l'économie et du crédit. Et donc ça, c'est des milliardaires, on voit, qui font ce pari-là. Alors ils font pas le pari n'importe quoi, comme j'ai dit, ils achètent des trucs un peu plus de qualité, mais ils font ce pari-là. Après voilà, pour moi, on va parler de pari actuellement parce qu'on n'a pas les données suffisantes, si vous voulez, pour pencher plus d'un côté que d'un autre. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on est dans la sous-vague et que cette sous-vague, elle va durer certainement plusieurs mois avant que petit à petit, on voit naître les éléments qui nous permettent de pencher plus d'un côté que de l'autre. Et donc, pour la bourse, ça va être exactement la même chose. Pour pencher plus d'un côté que de l'autre, entre des valeurs, on va dire, plus typées croissance, technologique, etc., et des valeurs plus typées actifs tangibles, ben là aussi, on le voit. Et on le voit intrinsèquement également dans les trackers. Ce qui est très important et ce qui est très intéressant dans le marché actuellement, c'est que vous allez voir que le marché tient relativement bien, notamment grâce à une poignée d'actions technologiques, qui sont supportés encore par des achats nets de trackers. Et donc les trackers, ils sont bêtes et méchants, ils achètent ce qui est le plus pondéré dans l'indice. Et donc c'est ça qui vous donne encore du soutien sur ces valeurs-là. Et pour autant, quand on regarde un petit peu le reste du marché, soit ça se prend des grosses bennes, soit on a un pôle de valeurs beaucoup plus défensives, qui sont en train de monter, bien entendu, mais qui démontrent bien également qu'on a un marché qui est dans le dilemme, c'est-à-dire que pour moi, il est de plus en plus protecteur et de plus en plus défensif et il joue de plus en plus la récession, ou en tout cas ce changement de narratif, comme je vous ai dit, qui se fait peu à peu. Et les valeurs qui sont plus technologiques, etc., la majorité des gros ont pris leur profit. Il reste encore, bien entendu, des positions, et il y en aura toujours qui seront en mode buy and hold sur le gros de leur position, mais il y a quelques profits qui ont été pris, et surtout, si on regarde bien, c'est surtout encore supporté par des trackers qui sont toujours à l'achat net. Ce qui va surtout m'intéresser dans ces prochains mois, c'est si on commence les flux sur les trackers, commencer à devenir plutôt des retraits, c'est là où ça va être intéressant. Il faudra faire attention à l'illusion des indices, c'est-à-dire que pour l'instant on a l'impression que ça tient plus ou moins bien, mais si vous avez des retraits qui se font, on peut très bien avoir un impact négatif parce que les plus grosses valeurs baissent, et on a vu cette semaine la baisse de Apple, l'impact que ça peut avoir sur le Nasdaq, et la vue que vous pouvez avoir sur votre portefeuille est complètement différente à l'instant T. Donc ça, pour moi, ça va être vraiment ce qui va être le plus important pour éviter que l'investisseur se fasse balader d'un côté ou de l'autre. Et actuellement, je suis sûr et certain que vous vous dites, ouais, j'ai l'impression de me faire un petit peu balader, c'est parce qu'on est dans ces phases de construction. Et ça, il faut prendre le recul nécessaire pour comprendre que c'est nécessaire au marché.
ces phases de construction là, ce sont des phases qui sont nécessaires. Et je pense qu'on a été très mal habitué avec le Covid et avec la majorité des gens qui sont arrivés sur le marché avec le Covid. On a été très mal habitué, si vous voulez, d'avoir les montagnes russes, mais en fait des marchés qui réagissent très très rapidement et très fortement. Donc on a réagi très rapidement au Covid, on a réagi très rapidement également aussi, on va dire, aux bulles post-Covid et à la montée des taux, et on a réagi très rapidement encore plus au fait que ça ne serait pas la récession pour ce coup-ci, ou pas tout de suite, et que donc du coup il fallait revaloriser sur le fait que l'économie tenait encore très très bien, malgré la hausse des taux et compagnie. Donc ça, voilà, pour moi, c'est les éléments qui sont les plus importants et de bien comprendre que les marchés, c'est globalement, c'est ça, oui, mais avec beaucoup moins de volatilité et sur des écarts beaucoup plus réduits. Je veux dire, voir des grosses caps regagner 200 ou 300% en l'espace de 6 mois, il faut bien comprendre que c'est l'exceptionnel, c'est pas la normalité. Et donc ce qui risque d'arriver, si vous voulez, c'est des marchés qui se cherchent, et là, on voit que les marchés se cherchent, si vous voulez, depuis quelques semaines. Et déjà, je vois beaucoup d'investisseurs qui me disent oh, on s'ennuie, c'est n'importe quoi, c'est un marché pourri, etc. Pour moi, ça prouve, si vous voulez, qu'on a été mal habitué. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est ce que j'ai vécu déjà des années durant, si vous voulez, où les marchés, en tout cas les indices en tant que tels, ne faisaient pas grand-chose, n'allaient pas grand loin, si vous voulez. On avait surtout du zigzag. Quand on pensait que ça allait casser par le bas, paf, on avait un rebond qui sortait de nulle part et qui nous remettait dans la neutralité. Quand on pensait que ça sortait par le haut, paf, on avait un retour de flamme qui nous remettait à nouveau dans la neutralité. Bref, on était dans des gros ranges et dans des énormes figures très larges. Et il fallait attendre et attendre et attendre que ces figures se dessinent, qu'elles soient visibles par la majorité des gens et qu'on finisse par en sortir pour donner à ce moment-là une nouvelle tendance. Mais pendant ce laps de temps, en fait, vous avez des phases de construction qui peuvent durer longtemps. Et depuis 2020, on n'a pas eu des phases de construction très longues qui sont arrivées. Donc la majorité des investisseurs ne sont pas habitués à ce type de choses-là. Et pourtant, il faut le considérer comme la normalité. Et je dirais que c'est tant mieux parce que ça permet un petit peu de poser tout le monde, de poser les choses et de prendre le recul nécessaire. Donc pour revenir à nos moutons, au niveau de notre obligataire, moi je pars toujours du principe que même si les taux continuent de monter, etc., on est dans la construction. Pour moi, on est en train de construire le changement de narratif. Et ce changement de narratif se validera par un nouveau consensus le jour où l'obligataire casse par le haut. Et là, on parlera un petit peu plus de la récession et on regardera un peu plus les stats sur la santé du consommateur plutôt que les stats inflation. On commencera un petit peu à s'en moquer un petit peu plus. Là, c'est revenu sur le devant de la scène pour l'énergie, comme je vous avais dit, mais pour moi, c'est l'affaire de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais le changement de narratif, pour moi, je le vois poindre au fur et à mesure. Maintenant, il faut que ça se développe. Et pour que ça se développe, il faudra casser les différentes résistances par le haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, évidemment. Donc, être contrariant, c'est être perdant également, surtout si on anticipe les positions. Mais c'est ce que je vais regarder. Et le jour où ça se passe comme ça, ben, ça sera un raz-de-marée sur l'obligataire. Aujourd'hui, si vous voulez, on hésite parce qu'on se dit bah, les taux sont pas mal sur l'obligataire, surtout de l'obligataire d'entreprise, etc. Donc vous vous dites ça peut être super intéressant. Suivant les pays également où vous avez de l'obligataire d'État qui peut être intéressant, de certains pays qui sont moins endettés que d'autres. Mais voilà, la question c'est toujours la même chose, c'est de se dire est-ce que je suis prêt à prendre 5%, enfin 4,5-5% aujourd'hui, mais éventuellement à avoir mon capital fondre parce que les taux vont continuer de monter, ou est-ce que je préfère attendre? Éventuellement, je vais obtenir dans 6 mois du 6%. Et en plus, je peux faire le double combo, si vous voulez, c'est que si en effet on se remet à avoir peur de la récession, tout le monde va se ruer sur l'obligataire, va faire monter les prix, et donc j'aurai également un gain sur mon capital de plus-value. Si jamais je décide évidemment de vendre ces obligations sur le marché avant leur maturité. Donc c'est ça pour moi, le trade qui est en train d'être dans la bouilloire. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas sifflé encore le début. Et pour l'instant, bah, ça peut partir dans les deux sens encore. Donc, et ce que l'on voit, c'est que beaucoup de personnes sont en train de vous parler que les taux vont continuer de monter, etc. Et ça me plaît de plus en plus, si vous voulez, pour penser l'inverse. Maintenant, il faut attendre que le graphique le valide. C'est toujours la même chose. Le pétrole, donc je ne vous fais pas un dessin. Évidemment, c'est haussier, on a rebreaké, et donc maintenant,
tout le monde nous explique pourquoi ça va continuer de monter, pourquoi on a même les mecs ressortent du placard les targets à 200 ou 300 dollars. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on explique ici depuis de nombreux mois, c'est que très rapidement, donc on a peur de cette inflation à cause des matières premières. On sait très bien qu'on joue à faire enquiquiner les US parce qu'il y a les élections l'année prochaine, et on sait très bien que l'inflation, si vous voulez, c'est un point important pour élire ou virer un président. Le peuple est un petit peu bête et méchant, mais c'est comme ça, on va juger que sur ça. Et ça, on le sait très bien, et donc on joue là-dessus et on fait les négos. En plus, on arrive sur l'hiver, il faut remplir les cuves, les réserves stratégiques US, il va bien falloir les remplir dans un monde où on voit qu'en coulisses, on continue de se chamailler. Et ça, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'à un moment donné, ça impacte négativement le consommateur. Consommateur qui n'a pas besoin de ça, c'est la rentrée, il y a un paquet de dépenses, tout est beaucoup plus cher, et ma foi, il ne va pas réussir à avoir des augmentations de salaire aussi facilement que ce qu'il a pu avoir ces précédentes années. Donc, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, c'est ce qu'on dit souvent, hein, la solution de l'inflation, c'est l'inflation en elle-même. Plus les prix augmentent, plus les gens n'arrivent pas à supporter ces prix-là et vont chercher des alternatives. Et en cherchant des alternatives, eh ben on fait baisser les prix, on se serre la ceinture, on fait baisser la consommation et donc les prix rebaissent. C'est la même chose pour le pétrole. La seule différence pour le pétrole, si vous voulez, pour les métaux, c'est qu'on oublie que certes la demande est importante pour les prix du pétrole, mais au fur et à mesure de ces années où on a désinvesti, c'est d'une importance toute relative. C'est-à-dire que même en effet si la demande baisse un petit peu, on est dans un monde qui est globalisé, on n'a pas des baisses énormes aujourd'hui sur la demande de pétrole, même si on devait connaître une récession importante. Donc à partir de ce moment-là, c'est surtout l'offre, et donc le manque d'offres qui fait la différence. Et on le voit sur le fait que les BRICS utilisent ce levier-là en réduisant leur production pour faire un petit peu pression évidemment sur les US. Donc on est dans un jeu. Et donc, au milieu de ce jeu-là, vous avez donc le pétrole. Donc, d'un certain côté, c'est positif pour les valeurs pétrolières, et c'est ce qui permet de supporter certains indices actuellement. D'un autre, il faut bien comprendre, si vous voulez, que ça peut se retourner également vite à partir du moment où le marché jouera la récession. Et donc, on peut s'en servir également comme un indicateur pour savoir est-ce que le marché va jouer la récession, et surtout, on pourra le savoir avec la violence sur laquelle ça se retournera, on pourra savoir avec quelle violence on est en train d'anticiper le retournement. Évidemment, on ne peut pas finir sans parler de la Chine, et la Chine, dorénavant, tout le monde s'inquiète et se dit « Ah, ils vont pas redémarrer, ils vont avoir un petit peu du mal, etc. » Et je regarde le cuivre, et le cuivre nous indique que oui, il faut s'attendre à un truc mou. Mais en même temps, si vous voulez, la Chine, c'est le Japon, hein. C'est le Japon d'il y a 30 ans, donc il faut bien comprendre, si vous voulez, que le consommateur chinois a beaucoup d'argent en réserve, mais il a un gros problème, c'est l'immobilier. Donc il va falloir résorber ce problème d'immobilier pour que les gens aient un peu plus confiance dans l'avenir et redépensent un petit peu ce pécule pour supporter la demande intérieure. Pour l'instant, la demande intérieure reste le plus gros problème des Chinois. Et c'est bien pour ça que, pour moi, si vous voulez, ça se chamaille, etc. Mais la Chine n'a aujourd'hui pas les moyens de pousser un petit peu trop ces pions, et c'est pour ça qu'on voit que dans les réponses qu'elles ont vis-à-vis de Apple et donc vis-à-vis des États-Unis, c'est des trucs que certes on peut dire c'est important, etc., mais ils pourraient faire beaucoup plus si vous voulez. Donc voilà, pour moi, ça reste toujours très timide, il ne faut pas s'attendre à des miracles tant que ça ne cassera pas un petit peu par le haut, ce qui relancera. Ça aussi, pour moi, ça relance, au-delà de la Chine, ça relance aussi un petit peu les faiblesses, les faiblesses globales sur l'économie et le changement de narratif. Il ne faut pas oublier que le cuivre également, c'est un truc qui est en déficit d'offres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui rentrera un petit peu dans la balance à un moment donné ou à un autre, mais pour l'instant nous n'y sommes pas là, et je vais accélérer un petit peu le topo. Ouais, je vais parler, et on n'a pas avancé. Donc au niveau de notre CAC 40, on le voit, on a les larges figures qui se construisent, les congestions qui se font, et en gros, depuis 6 mois, on n'a rien fait. Sauf que si, on a fait quelque chose.
on a construit la figure et on l'a validée au fur et à mesure. Ça, c'était l'hypothèse que je vous avais montrée il y a déjà de nombreux mois, et au fur et à mesure, ben, on la valide. Okay, et ce qui nous intéressera, c'est la sortie. Et c'est quand on va sortir que l'on va pouvoir lancer une nouvelle tendance. Si on sort par le bas, on va se dire, on va revenir chercher les 6950 points, 7000 points, voire cette zone des 6007, 6006, dans un retracement de la moitié à peu près du mouvement de octobre 2022, mais qui ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond. Et à contrario, si on arrive à redépasser la zone des 7400 points, on rejouera, tout est bon dans le meilleur des mondes possibles, etc. Et on rejouera une zone comprise entre les 7006 à 7008. Et à ce stade-là, vous voyez, ben, on joue la partie de ping-pong. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. C'est que pour l'instant, on tient une nouvelle fois le support aujourd'hui, on fait une belle mèche basse. On a une médiane qu'on va mettre à 7003, c'est-à-dire que pour redevenir positif sur une tentative de sortie par le haut, il faudrait redépasser les 7003. Tant qu'on va buter sur les 7003, on va rester dans le bas de la figure avec un biais prudent. Mais tant que vous n'avez pas lâché par le bas, ben, vous tenez. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que vous avez le luxe qui s'est pris la benne, mais qui a été en partie compensé par la remontée des valeurs pétrolières. Et donc quand le luxe rebondit, vous avez l'impression que l'indice finalement s'en sort bien et compagnie, mais ce que vous devez bien prendre en compte, c'est que vous avez une poignée de valeurs qui sont ultra pondérées dans les indices, comme Apple sur le Nasdaq, et que donc la gesticulation de ces valeurs-là impacte énormément l'indice et vous brouille l'esprit et vous donne cette impression que l'indice ne sait pas où il va. Mais en fait, c'est parce que les indices sont tellement concentrés, si vous voulez, que la volatilité sur ces valeurs-là qui corrigent et puis qui sont rachetées parce que ça reste des tendances haussières, ça reste des business avec de la visibilité, ça reste encore des business qu'adorent, etc. Donc la moindre baisse, si vous voulez, est vue comme une opportunité et c'est pour ça que tout de suite vous avez des acheteurs. Sans compter les flux des trackers qui continuent d'être positifs et donc qui continuent d'acheter ces valeurs-là chaque lundi. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est normal que sur ces valeurs-là, vous ayez sans cesse des baisses qui soient vues comme des opportunités et des achats. Parce que vous pouvez vous dire ce que vous voulez, on peut se dire que ces valeurs-là sont chères aujourd'hui, mais à long terme, les classes moyennes continuent de croître, les pays émergents vont consommer de plus en plus comme l'Occident, et leurs classes moyennes sont en train d'exploser. On peut se dire beaucoup de choses si vous voulez, mais aussi, on peut aussi se voir dans des projections où le monde continue sur le système actuel et le luxe continue d'être recherché et par une population, certes, où le centre de gravité change un petit peu, c'est plus trop l'Occident, les US, Europe, et donc bon, on a les Chinois toujours, mais après vous pouvez avoir l'Inde, etc. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Donc ça, je laisse de côté. Pour moi, c'est très neutre. C'est en partie de zigzag, mais c'est ce dont on parle maintenant depuis de nombreux mois comme étant l'hypothèse, et c'est ce qui se valide. Sur le Nasdaq, on rentre pour moi dans la même typologie, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez des réactions qui sont assez rapides, donc l'exponentielle évidemment de début d'année, la correction que l'on a eue là sur le mois d'août, la réaction du rebond, et on voit ça zigzag énormément, et pareil, c'est très neutre. Donc en gros, vous avez une résistance aux alentours des 16 000 points. Le support, pour moi, il est ici aux alentours des 14 007. Et on continue de faire les zigzags à l'intérieur de la figure. Tant qu'on reste sur le haut, on reste positif. Si on commence à naviguer sur la moyenne basse de la figure, on commence à avoir un biais plus prudent. Mais pour moi, il n'y a pas de retournement baissier du marché. Sauf météorite qui nous tombe sur le coin de la gueule, il va falloir considérer, je pense, qu'on va continuer un petit peu ce zigzag et ce yo-yo à un certain moment pour peaufiner les figures et permettre d'avoir les congestions qui, là, à la fin des congestions, nous permettront d'avoir des nouvelles tendances, à la hausse ou à la baisse. Et si on casse ces niveaux-là, se dire que sur le Nasdaq, par exemple, on peut très bien revenir sur les 13 006, 13 007, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de début d'année, mais corriger une partie supplémentaire, ce qui évidemment fera couler beaucoup d'encre, permettra de vendre du papier avec des nouveaux cracks et ce que vous voulez, mais il faut prendre le recul nécessaire et toujours regarder de là où on vient. Donc ça, voilà, ça pour moi, c'est le plus important. Et donc l'or. Et donc l'or, on a sur l'or du rebond, mais voilà, on est congestionné. Donc on est très lié de toute façon à ce qui va se passer sur le dollar, et donc on est très lié également à ce narratif sur la récession. Parce que qui dit récession dans un monde qui est endetté, dit également qu'on va vouloir à nouveau raser gratuit, etc. Et donc on projette sur le fait que
on va continuer d'investir de l'or. On projette aujourd'hui le fait que vous êtes dans des déficits d'or, mais encore plus dans un monde en déficit d'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de besoins et d'achats d'argent que ce qui est extrait de la terre. Malgré le fait que vous ayez des nouveaux projets, ça coûte de plus en plus cher si vous voulez, c'est de moins en moins facile et on en produit donc, on en sort de moins en moins à chaque nouveau projet. Et pour l'or, c'est essentiellement les banques centrales qui achètent. Pourquoi? Parce qu'il faut bien compenser, si vous voulez, et garder la confiance des banques centrales qui continuent d'arroser gratuit en permettant à des États de continuer d'avoir des endettements importants et des déficits importants plutôt que de se serrer la ceinture. Bref, on essaye de lisser, si vous voulez, la crise dans le temps en évitant le côté Schumpeter de la chose, de la destruction créatrice. Ce qui, in fine, serait potentiellement mieux, mais voilà, personne, évidemment, veut avoir 2-3 années de dépression économique qui amènent très souvent les extrêmes au pouvoir, et historiquement, ça s'est jamais trop bien passé après. Donc, ce qui nous intéresse, voilà, c'est que là aussi, on est dans une neutralité. Et l'argent, donc, pour moi, et pour les raisons exposées notamment, est plus intéressant que l'or si on cherche vraiment à aller chercher un cycle, un super cycle sur les matières premières. Je partirai plus sur de l'argent que sur de l'or. Après, j'ai d'autres matières premières, mais vous le savez si vous me suivez, patati patata. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, et l'euro-dollar, c'est ce qui va vraiment nous intéresser sur l'euro-dollar. Et donc là, même chose, hein, donc on s'était proposé, on s'était proposé la figure. Et pour moi, c'est la même chose. Depuis de nombreux mois, je vous dis, on est dans la figure. Donc il faut attendre qu'il y ait le zigzag dans la figure. Et évidemment, on a fait couler beaucoup d'encre. Quand on a fait ici la tentative de sortie par le haut, tout le monde nous a expliqué que c'était la dédollarisation. Maintenant, tout le monde nous explique que le dollar est super fort, etc. Il ne sera jamais vaincu. Mais en fait, c'est très neutre. Si vous voulez, il n'y a pas de décision à ce stade-là. Et on n'a fait que valider l'hypothèse de la figure dont je vous parle depuis de nombreux mois maintenant. Et cette figure, elle est encore large, donc on n'a pas de décision à attendre, mais c'est ça qu'on est en train de construire. Vous voyez, sur tous les actifs dont on a parlé, on est en train de construire et on est dans ce changement de narratif et dans les constructions qui nous permettront, dans les 6 mois à venir, d'avoir des cassures qui nous permettront d'avoir les validations de qu'est-ce que veut jouer, quel est le prochain sous-cycle que le marché va jouer. Et en fonction de est-ce que le marché revient sur l'euro ou est-ce que le marché joue défensif sur le dollar, ben vous avez la signification entre j'ai peur de la récession ou au contraire, je joue le fait qu'on va rester dans certes une croissance molle, mais une croissance quand même, une inflation qui est désinflatée, mais qui va rester plus élevée que ce qu'on croit, et je reviens jouer mes pays émergents, je reviens jouer mon Europe, et mon Japon c'est déjà le cas, mais j'achète en gros de l'actif dévalué, de l'actif tangible, parce que je vais chercher une marge de sécurité sur mes achats, plutôt que d'acheter des valeurs de croissance, si vous voulez, avec des PR de 50, qui vont devoir délivrer pendant les 10 prochaines années sans une problématique. Et dans un monde, si vous voulez, où mes taux vont peut-être baisser en effet un petit peu pour permettre de compenser la baisse de l'activité, mes banques centrales conserveront leurs taux plus élevés que ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Mon inflation, certes, baissera, mais restera à des niveaux plus élevés que j'ai connus ces 10 dernières années. Et donc, pendant ce laps de temps-là, en fait, je joue quoi? Je joue stagflation et ce genre de choses-là. Et donc, pour moi, le marché, là, est en train de se sonder, de se jauger et va essayer de jouer l'un ou l'autre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo et on va passer aux actions. Allez, Adyen, donc beaucoup de personnes qui suivent Adyen, évidemment, c'est baissier, point barre, ok, et donc ce que l'on voit, c'est qu'on n'a même pas réussi pour l'instant à faire du rebond, donc on en a gros sur la patate. Donc ce qui nous intéresse là, juste pour moi, c'est 2 obliques, ok, je vous trace 2 obliques, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous voulez jouer du rebond technique, parce qu'on parle que de rebond technique à ce stade-là, sur Adyen, il faut casser la première oblique et vous allez jouer en objectif la deuxième oblique. Ensuite, soit ça cassera la deuxième oblique et on ira chercher des zones comprises entre les 830 à 870, soit on va buter sur cette première oblique et on va tergiverser dans cette zone-là, ça va permettre à la moyenne mobile de descendre, etc. Et on va congestionner, et là, il faudra jouer la cassure. Ce n'est que ça. Si on veut jouer, on joue les rebonds que sur les cassures de résistance. On peut toujours anticiper, mais avec des positions qui sont limitées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus, parce que
Dire que Adyen est sur un support à 730, oui très bien, mais il y en a un autre à 700, il y en a un autre à 650, il y en a un autre à 600, il y en a un autre à 550. Il y a des grosses zones de support, mais la problématique c'est que vous êtes sur une plage de 200 euros et vous ne savez absolument pas quel niveau le marché évidemment va décider de plébisciter. Ou potentiellement il va décider d'en plébisciter un maintenant pour faire un rebond, mais dans 2 semaines vous êtes revenu plus bas. Donc, et en fonction de votre profil et de votre horizon de placement, ce que vous aurez cru être un support va devenir une position compliquée 2 semaines après, parce que finalement c'était un support court terme et pas encore le support final quelque part sur lequel le marché va vraiment construire les choses. Donc il y a toujours une phase d'attente si vous voulez. Si on ne veut pas attendre, il faut rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre parce qu'on joue les rebonds et il faut prendre des profits assez rapidement. Et ensuite, on aura l'occasion d'avoir des constructions. Les trucs qui remontent en flèche, en ligne droite, etc., moi j'y crois rarement, c'est très rare. Alors, en règle générale, c'est quand vous avez des scandales qui éclatent et finalement c'est pas vrai, etc. Et donc vous avez des remontées importantes. Mais là, c'est pas le cas. Le marché est déçu sur les résultats. C'est pas demain qu'on va sortir de la boîte en se disant bon, finalement ils sont pas si mal que ça les résultats et ça va aller. Non, il faut que le marché retrouve de la confiance et ça prend du temps. Les Chinois c'est exactement la même chose, il faut que le marché retrouve de la confiance et ça prend du temps et dès que vous avez la Chine ou les États-Unis qui sortent une mesure de protectionnisme, évidemment ça relance toutes les peurs et tous les débats. La seule différence que vous devez voir, c'était autant les années précédentes, quand vous aviez ces annonces-là, les titres se faisaient déchirer sur des semaines entières. Autant aujourd'hui, à chaque fois qu'on a ces annonces-là, si vous voulez, on a des baisses, mais elles sont plus contenues. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, potentiellement, les valeurs chinoises vont casser par le bas leur figure, etc. Et ça va être le carnage. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on est tenté de croire, c'est qu'on a les congestions qui sont en train de se mettre en place et que certes, le marché a bien intégré, si vous voulez, que c'était compliqué d'investir en Chine et ça allait continuer de l'être avec ces mesures de protectionnisme, cette bataille, même si on se serre la main de temps en temps, etc. Mais en coulisses, on continue de se batailler. Il ne faut pas oublier également toutes les hausses de tarifs et de taxes qu'il y a sur l'acier, etc. Le dumping que font les Chinois depuis de nombreuses années. Donc on voit même les Européens se mettre à réagir. C'est pour dire. Donc à partir de ce moment-là, voilà, on voit un petit peu toute cette bataille qui se met en place, mais d'un autre côté, si vous voulez, il y a une certaine stabilité qui se met en place. C'est-à-dire que certes, ça bataille, mais ça sort, il n'y a pas de surprise, il n'y a plus d'effet de surprise. C'est ça pour moi qui est important en tant qu'investisseur, c'est d'éviter les effets de surprise, parce que éventuellement, et surtout les mauvaises surprises. Donc là, on sait très bien que ça va se chamailler, on sait très bien sur les éléments, mais ce qui est important d'éviter, c'est pouf, une mauvaise surprise, c'est, je sais pas, un missile, baf, on balargue un missile sur Taïwan. Là, c'est mauvaise surprise, personne n'anticipe ça. Alors évidemment, on peut anticiper que la Chine finira par prendre Taïwan, ce que vous voulez, mais pour l'instant, on se dit que les Chinois n'ont pas les moyens de se lancer de ce type de choses-là. On le voit bien, leur demande intérieure n'est absolument pas mature suffisamment pour manager et pour gérer leur pays plus en autonomie. Tout le monde est interconnecté, on est dans de la mondialisation. Vous avez beau expliquer qu'on sort de cette mondialisation petit à petit, on a des relocalisations, mais c'est pouillemesque par rapport au commerce mondial. Donc la mondialisation, je veux dire, est toujours énorme. Donc ça, il ne faut absolument pas négliger. Et donc pour moi, au niveau de valeurs chinoises, je pars du principe que pour l'instant, on n'a pas les signaux, bien entendu, mais on est dans des choses où c'est digne d'intérêt, ça se regarde, éventuellement ceux qui anticipent, mais on n'est pas sur quelque chose de non investissable au sens propre du terme, même si bien entendu, si on décide d'aller sur les valeurs chinoises, il faut pondérer ça par rapport à son portefeuille total, parce que l'imprévu, il faut prévoir l'imprévu et il faut éviter de croire que rien ne se passera sur Taïwan incessamment sous peu, etc., pour des raisons X ou Y de moyens. Donc on reste dans des pays totalitaires, on ne sait jamais trop les réactions qu'il peut y avoir. Donc il faut quand même garder une certaine mesure. Mais je ne serai pas complètement non regardant sur les valeurs chinoises.
Mais je joue ça en sous-cycle, je ne joue pas ça à long terme. C'est comme l'Argentine, c'est comme le Brésil pour moi, tous ces pays-là qui sont, vous savez, toujours les futurs grands, et je pense que c'est vrai, mais qui ont été toutes ces années durant complètement défoncés par leur propre politique interne, euh, qui a empêché, je dirais, d'avoir des pays vraiment qui ont cette capacité de vraiment se libérer d'une certaine manière, d'un point de vue business notamment. Mais bon, ça, on est toujours, c'est pareil avec l'Afrique, etc. Donc ça reste des lames de fond, si vous voulez, mais voilà, vous avez le politique est un gage de stabilité, et la stabilité est un gage d'arrivée de flux. Et l'arrivée des flux sur un marché est un gage d'essor et de quelque chose où on peut se projeter sur le long terme. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin pour avoir une économie qui est florissante. Une question de confiance. C'est ça, une confiance en l'avenir. C'est ça qui est important. Donc je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça et quel était mon point, mais voilà, c'est l'idée là-dessus. On va patienter. AMG, donc pour moi, on arrive sur une zone de support. Mais pareil, c'est du rebond technique qu'on pourra éventuellement viser, pas beaucoup plus, hein. À long terme, ça reste des valeurs que je trouve intéressantes à long terme, parce que ces valeurs sur du métaux, tout ce qui est valeurs métaux, recyclage, etc., c'est des valeurs qui pour moi ont un avenir. Mais voilà, il faut jouer les sous-cycles quand ils sont là. Donc pour l'instant, on a tout cassé, on voit que la déception continue à ce stade-là, on arrive sur un premier support, il peut y avoir du rebond technique, mais avant de parler de retournement, il faut encore patienter un petit peu. Apple, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur le Nasdaq, etc. Mais ce que je vous avais dit, c'était la semaine dernière, on avait commencé à tracer la figure, et figure large. On est revenu chercher le support oblique cette semaine. On fait le rebond aujourd'hui qui vient chercher une partie du gap d'hier, pardon. Donc, on en est là. Vous voyez un petit peu les écarts. C'est parce que, et ça je vous avais dit, ça c'est pas normal, ok? Ça c'est l'exceptionnel. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez la plus grosse cap du monde qui fait comme ça, qui gagne 80 $ en ligne droite en 6 mois, c'est qu'il faut s'attendre qu'elle en perde potentiellement 30 ou 40 en 2 mois. Et que derrière elle en regagne 20, et ainsi de suite, et que vous ayez la figure qui commence à se tracer. C'est ça qui va nous importer. Et comme c'est la plus grosse pondération, si elle devient volatile, votre indice est nécessairement volatile. Donc on en est en plein là-dedans, et pour moi c'est les constructions de figures, c'est ça qu'on regarde. C'est ok, avec ce zigzag-là, qu'est-ce qu'on va construire? Et ce n'est que là. Et donc on ne peut pas prendre de décision, pour moi c'est de la neutralité, ce zigzag-là c'est du trading, je vous avais dit il y a 2 semaines, pour moi on rentre dans un marché trading, on y est, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place, et donc il faut patienter. Donc il faut accepter que ça va être encore le zigzag un certain temps, et que ça va nous permettre de construire les figures et d'avoir des repères pour ensuite jouer une vague plus importante. Même chose sur ArcelorMittal, on est dans une large figure, vous voyez, vous gesticulez, mais c'est neutre tant que vous êtes dans la figure. Cassera par le haut ou par le bas, ça sera quel sera le changement de narratif ou pas du marché. Ça, et des valeurs comme ça, typiquement, vont nous indiquer ce que le marché pense. ASM International, on le voit, ça commence un petit peu à freiner sur tout ce qui est semi-conducteur. On s'était expliqué que certainement les Chinois, dans une anticipation, font leur stock et achètent et ratissent large. Un certain nombre d'entreprises de l'intelligence artificielle également, certainement, achètent plus qu'elles ont besoin pour faire des stocks, etc. Donc on a un certain nombre d'entreprises comme Nvidia qui certes ont des résultats qui sont dopés, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, et des vendeurs de machines également, c'est dopé parce qu'on a eu un bullwhip effect, quelque part, on a une concaténation, si vous voulez, de la demande sur un laps de temps très court. Mais cette demande, pour moi, c'est la demande qui aurait été normalement lissée sur plusieurs mois, plusieurs années. Et là, elle est concaténée, donc il faudra s'attendre à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, à un retour à la moyenne. Que, à mon avis, le marché appréciera peu, et c'est ce qu'on aura, un retour à la moyenne également sur le prix de ces actions-là, peu importe leur qualité intrinsèque, que je ne remets absolument pas en cause. Donc pour moi, voilà, c'est ASM International, il faut s'attendre, voilà, pour l'instant on est en conso à plat, il faut s'attendre éventuellement qu'on reprenne un petit peu notre souffle et qu'on crée là aussi des figures
je laisse de côté. Athos, c'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a une congestion qui se met en place. On a un support, je dirais, aux alentours des 7 euros. Vous avez une résistance à 8, c'est simple. Tout ce qui se passe sur cet euro-là, c'est de la congestion neutre. Il faut casser par le haut ou par le bas pour avoir la suite. La problématique, c'est est-ce qu'il y aura un plan B? Est-ce qu'il y aura, je sais pas, Sopra par exemple, qui se remet à vouloir acheter? On n'en sait rien. Est-ce que l'augmentation de capital, le truc, le machin, bref, pour la majorité des investisseurs, on restera à l'écart tant que c'est pas clair. Pour des traders, c'est une valeur qui gesticule bien, avec le risque que un soir, si vous voulez, vous vous réveillez avec une nouvelle annonce, et celle-ci, elle est positive ou elle est négative, et vous vous retrouvez avec un gap le lendemain. C'est le risque, donc on taille la position. BIC, pour moi, ça reste toujours très défensif et très positif. Donc on voit typiquement le marché, certes, qui peut jouer encore des valeurs tech pour des raisons de flux, mais de plus en plus, pour moi, qui est quand même en train d'aller chercher beaucoup de valeurs défensives, et BIC en est à cette image. CGG, c'est en train de construire. Je patiente toujours à ce stade-là. Pour moi, c'est neutre, mais dans une construction intéressante comme Vallourec à long terme. Mais il va falloir casser par le haut cette phase de congestion, et donc l'oblique ici que vous voyez aux alentours des 78, 77, il va falloir réussir à casser ça par le haut pour essayer d'avoir un départ où je reviserai la zone des 90. Clariane, on continue pour moi de construire la fin d'hémorragie, mais ça prend du temps, donc on est toujours dans la tendance baissière, donc on laisse tomber, et on voit qu'on a validé la semaine dernière notamment le pullback ici sur cette zone des 6,30 €, 6,40 €, et donc c'est ce niveau-là pour moi qui est pivot et qui nous permettra de dire on stabilise et on stoppe l'hémorragie, repasser au-dessus des 6,40. Et après, on aura les 6,90, 7 pour arrondir, qui sera le moment où on se dira ok, on lance le rebond. Ce rebond-là, il faudra certainement se dire qu'il sera vendu, et ça nous permettra de revenir sur les supports, de tenir les supports, et là de construire les congestions. Et ça va vraiment nous intéresser pour la suite, parce que c'est là où on commencera à se dire que tiens, on peut commencer à construire un retournement sur la valeur. Mais on procède par étapes. Et donc vous voyez, la logique des étapes, c'est de bien comprendre que tant que vous êtes dans une tendance baissière de fond, certes, vous pouvez avoir des rebonds, mais c'est des rebonds qui vont certainement être chaotiques, erratiques, avec plus de probabilité.